obtenir son bac, se faire appeler étudiant ou se voir appeler étudiant, s'entendre appeler étudiant, fait toujours plaisir. Mais bien souvent, ils se retrouvent confrontés à des difficultés dans le monde universitaire. Des difficultés qui forcément atteignent le monde professoral, le corps administratif et donc toute une nation. Et nous sommes là aujourd'hui pour parler des difficultés liées au système universitaire béninois afin de trouver quelques solutions à ces problèmes que rencontrent aussi bien les étudiants que le corps professoral, l'administration des universités du Bénin. Et pour en parler, nous avons avec nous ce matin des personnes bien imprégnées du sujet. Et nous allons d'abord demander à nos invités de se présenter. Ici, je représente l'honorable Akhenatonde, le promoteur de la Haute École de Commerce et de Management. Je suis Nadine Akobetor, docteur en tourisme. Je suis la directrice pédagogique adjointe à la Haute École de Commerce et de Management et responsable en charge des relations école-entreprise et du partenariat. Merci. Merci à vous, docteur. Docteur Espérant Padonou. Donc, moi, c'est Espérant Padonou. Je suis ingénieur civil des mines et docteur en mathématiques dans la spécialité intelligence artificielle, machine learning. Je m'occupe également de la Fondation Vallée en qualité de directeur depuis quelques années et je préside l'ONG Bénin Excellence. Moi, c'est docteur Lamogbo. Je suis docteur en lettres anglaises, spécialité études africaines. Donc, parallèlement, je suis vice-président de la Fondation Sainte-Félicité, président de la Fondation ANC-Vie, qui s'occupe des valeurs endogènes. Merci à vous, docteur. Professeur, je suis à vous à présent. Moi, c'est Monique Ouassa-Kouaro. Je suis professeure de sociologie, anthropologie, enseignante-chercheur et directrice du laboratoire d'anthropologie appliquée et d'éducation au développement durable. Je suis le doyen de la faculté des sciences humaines et sociales de l'université d'Abomey-Calavi. Et je m'en vais déjà m'adresser à mon enseignante, professeure Monique, qui est dans le système universitaire public. Vous avez été notre enseignante à nous autres. Vous avez peut-être orienté beaucoup d'autres étudiants avant nous. Mais il y avait des difficultés dans le passé peut-être. Mais aujourd'hui, il y a également des difficultés. Est-ce que les difficultés en notre temps, dans le passé, sont les mêmes que les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui dans le monde universitaire? Merci beaucoup. Je voudrais aborder la question des difficultés dans l'enseignement supérieur public. Comme vous l'avez dit, je suis dans le public et comme toute institution d'apprentissage, comme toute institution universitaire, le système universitaire béninois et particulièrement à l'université d'Abomey-Calavi, nous avons des difficultés énormes, des difficultés en termes d'infrastructures, d'accueil des apprenants, les difficultés de massification d'étudiants dans les amphithéâtres, les difficultés d'accès même à l'institution universitaire pour des raisons de précarité, je dirais, soit des parents d'étudiants, des difficultés soit liées à un handicap, des difficultés liées aux questions de sécurité et des difficultés liées à
la pédagogie par rapport au matériel didactique. Vous voyez, nous sommes, comme vous l'avez dit en votre temps, nous étions encore à la pédagogie classique. Aujourd'hui, nous passons à la digitalisation. Donc, nous observons beaucoup plus la fracture numérique au niveau des étudiants. Et là, dans une approche intersectionnelle, ces disparités se ressentent véritablement. Et je n'oublierai pas les difficultés d'encadrement. Nous avons une pléthore d'étudiants et nous n'avons pas le personnel enseignant qu'il faut pour encadrer tous ces étudiants. Vous savez qu'il y a une norme dans l'encadrement des étudiants. Selon l'UNESCO, un enseignant pour 30 étudiants. Mais à l'université d'Abomey-Calavi, ce n'est pas la norme qui est respectée. Nous allons de là, c'est un enseignant pour peut-être 90 apprenants, pour les petits effectifs dans les écoles et instituts, ou un enseignant pour 1000 étudiants. Donc voilà autant de difficultés que nous enregistrons au quotidien. J'imagine que ce n'est pas facile. C'est toujours pas facile. Merci à vous, professeur. Merci. Alors, je viens avec vous, docteur, parce que vous êtes un aîné également en matière d'enseignement au supérieur. Alors, est-ce que vous vous êtes retrouvé face à des difficultés, que ce soit le corps professoral ou le monde étudiantin? Est-ce qu'il arrive que vous soyez face à des difficultés? On ne peut pas être enseignant du supérieur et dire qu'on n'a pas été confronté à ces difficultés-là, parce que quand vous vous retrouvez dans les salles de classe, vous êtes un peu comme submergé par le monde. Vous voyez, le nombre d'étudiants que vous avez devant vous, même quand ils sont répartis par groupe. Donc, cette difficulté, madame l'a déjà dit, existe et nul n'est à l'abri, n'est-ce pas, de cet assaut, tant qu'il est étudiant et qu'il est appelé, n'est-ce pas, à se retrouver en amphi avec les étudiants. Merci à vous, docteur, pour ce diagnostic. Avant de faire cette émission, le service audiovisuel de la maison a promené son micro pour avoir les avis déjà des uns et des autres sur les difficultés du monde universitaire. Je m'apprête à faire une thèse en mathématiques et les difficultés que j'ai rencontrées jusque-là, c'est parfois en informatique où on n'arrive pas à appliquer certains cours. Par exemple, si on prend la programmation orientée objet, où on réussit les classes, on manipule juste les outils, mais on n'arrive pas réellement à voir comment on peut appliquer ça dans la vie active ou bien concernant un projet réel, comment on peut le faire. Nous n'avions pas des bibliothèques assez formées, assez qualifiées en réalité dans les universités qui vont aider les étudiants à vraiment s'imprégner des vraies connaissances. Nous remercions Béni Excellence qui est là, mais il est quand même loin, il n'est pas à proximité. Il n'est pas dans toutes les villes, il n'est pas dans toutes les régions, il faut venir nécessairement pour le voir. Donc. En termes de difficultés, je dirais déjà que la formation que nous faisons n'est pas totalement complète parce que voilà, on aimerait apprendre des choses beaucoup plus pratiques, des choses qu'on aura utilisées beaucoup plus en entreprise, des choses que voilà, on désirait réellement faire pour proposer des services plus concrets aux entreprises. Concernant nos professeurs, ils ne sont pas réellement payés ou soit à l'aise dans le système comme il se doit. Alors, chers invités, voilà ce que les uns et les autres pensent des difficultés liées au monde universitaire. Qu'en dites-vous? Merci beaucoup. Je viens confirmer ces difficultés, surtout l'accès aux bibliothèques. L'université est près de 64 000 étudiants. Moi, nous avons une seule bibliothèque et aujourd'hui, c'est l'ère de la digitalisation. Ils ont souligné le problème de connexion qui est vrai.
Mais le plus gros problème, c'est le problème énergétique. Comment faire pour avoir l'énergie électrique à temps plein? On n'a pas l'énergie électrique à temps plein. Nous souffrons des coupures momentanées. Et au niveau de la connexion, c'est vrai, il y a le système EBEC qui est sur le campus, mais il n'est pas fonctionnel en permanence et le débit varie d'une zone à une autre. Donc il y a des espaces effectivement qui ne sont pas couverts par la connexion Internet. Merci à vous, professeur. Docteur Aïssi, je suis à vous. Alors, que pensez-vous de cette vidéo? Je pense que les étudiants ont relaté leur vécu, c'est la réalité de ce qu'ils vivent. Mais je voudrais passer par ce canal pour leur demander de prendre conscience réellement de ce qui les amène à l'université. Parce que dans tout ce qui se passe, ils ont leur part de responsabilité dedans. Parlons de l'Internet. Oui, à l'université, dans les universités publiques, ce n'est pas encore un fait, mais dans les universités privées, il y a un grand travail qui se fait parce que ça, c'est de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. On priorise nos étudiants parce que c'est en quelque sorte un griffe des clients. Donc, il y a l'Internet. Quand je prends HECM par exemple, il y a l'Internet disponible. Mais quand vous voyez la majorité des étudiants, ils sont en train de télécharger les films, ils sont en train de télécharger des vidéos, alors que c'est pour faire des recherches. Oui. Ils doivent prendre conscience et savoir que dans le système LMD, dans la répartition des heures, il y a le temps personnel de l'étudiant. Et ça, c'est réservé pour les recherches. Les étudiants parlaient aussi de la rémunération des enseignants que nous sommes, qui n'est pas à la hauteur du travail que nous faisons. L'enseignement, c'est un travail de sacerdoce. Quand tu finis un cours, toi-même, tu sais que oui, tu as travaillé. C'est plus que garder de la roue. Je suis au président, Dr. Espérant Padonou. Bon, je pense que beaucoup de vérités ont été dites par les étudiants et également par les professeurs ici présents. Et j'ai noté beaucoup de choses. La première, c'est que déjà, l'échantillon d'étudiants qui a été interviewé, c'était pour la plupart des scientifiques. Quelqu'un qui fait les mathématiques et en informatique, j'ai identifié des élèves qu'on a eu à l'école d'été sur l'intelligence artificielle. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de littéraires parmi eux. Donc déjà, il y a eu un travail, je ne sais pas comment ceux-là ont été choisis, mais il faut noter qu'ils sont déjà tous dans le domaine scientifique. Également, ils étaient tous des garçons, donc peut-être qu'on aurait pu interroger une gamme plus variée de personnes. Ça peut expliquer que les problèmes qu'ils ont posés sont allés plus dans certains sens que dans d'autres. Mais l'essentiel, c'est d'avoir les problèmes et de pouvoir en discuter. La question des salaires des enseignants, je pense que ce n'est pas une question, c'est pas un problème spécifique aux enseignants. La question des salaires est une question générale parce que nous travaillons avec des médecins à Béni-Excellence et Dieu sait que chaque matin quand je me lève, il y a toujours un médecin qui vient qui dit « Président, avec toutes nos années d'études là, on sauve des vies humaines, on n'est pas bien payé. » Les médecins, chaque matin, chaque midi, chaque soir, ils répètent ça. Et les autorités aussi, les cadres de l'administration, c'est la même chose. À la bibliothèque ici aussi, les bibliothécaires disent, regardez, il y a eu 1 300 000 visiteurs, on a fait des abonnements tout le temps, c'est difficile, il faut revoir un peu la paye. Donc, et j'ai envie de dire que ça là, ce n'est pas un problème spécifique à l'enseignement, c'est un problème spécifique à notre économie, au budget et tout ça. Et je suis toujours un peu gêné de le prendre pour des catégories professionnelles spécifiques. Parce qu'un médecin est important, un enseignant est important, un cordonnier est important, et celui qui fabrique la machine, qui répare les machines médicales par exemple, est quelqu'un d'important aussi. Pour la question des effectifs pléthoriques, moi je dirais qu'il y a un besoin chez nous
d'ouvrir la mentalité des élèves pour qu'ils aillent plus vers des métiers pratiques. Même si l'enseignement qu'on fait dans nos universités doit être plus pratique dans certaines disciplines, comme par exemple les mathématiques et autres. Je vais simplement finir par le constat que l'enseignement technique et pratique est 20 fois plus cher que l'enseignement général. Parce qu'il faut acheter des machines, il faut la pratique, il faut l'électricité, il faut Internet, tout ça. Et donc, on réclame tous plus de pratique, mais il faut pouvoir le financer aussi. Alors, je voudrais vous demander, en matière de bourse, puisque la Fondation Vallée, que vous dirigez, octroi des bourses, vous avez juste là donné peut-être combien de bourses? Bon, nous, les bourses Vallée s'obtiennent à partir du CEP. Donc, dès l'examen du CEP, on identifie les meilleurs élèves du Bénin. La plus grande partie est attribuée après le BEPC aux 70 premiers du Bénin, tout département, toutes séries confondues. Et une partie des bourses sont attribuées après le bac, par série, selon les moyennes et ainsi de suite. Donc, on tourne autour de 800 bourses chaque année pour des élèves et étudiants du Bénin qui étudient au Bénin. Et pour le Vietnam, voilà, au Vietnam, il y a plus de bourses qui sont attribuées. Nous sommes à 2200 bourses par an pour les Vietnamiens. Et en France, on tourne autour de 350 bourses. Il faut noter que chaque année, il y a 1 ou 2 Béninois qui vont en France et 1 ou 2 Vietnamiens qui vont en France pour étudier aussi. Et là, nous avons fait quelque chose que je condamne aussi, mais nous avons opté pour prendre généralement le premier du Bénin au bac C ou le premier du Bénin au BEPC 3 années plus tôt, lorsque son niveau reste constant en seconde, première, terminale. Et pourquoi? C'est parce que nous avons essayé avec la série A, la série C et la série D. On s'est rendu compte que ceux qui sont bons en maths au Bénin, généralement restent excellents là-bas et s'en sortent sans difficulté. Même s'il y a la question de la pratique, mais ça se règle. En revanche, les matières comme la biologie, la littérature, c'est un peu trop différent. Et nos élèves, même s'ils sont premiers au Bénin, n'arrivent pas à atteindre le niveau d'excellence qu'on espère de là-bas. Donc, s'il faut donner 1 ou 2 bourses, il vaut mieux miser sur ceux qui vont avoir le parcours le plus prolifique. Nous sommes à Bénin Excellence, nous avons toute une variété d'ouvrages, plusieurs catégories d'ouvrages universitaires, puisque nous recevons aujourd'hui des universitaires. Alors nous allons recevoir nos invités au niveau de l'exposition. Invités, la lecture s'est bien passée. On commence par qui? Voilà, Docteur Aïssi, que pensez-vous de ce livre que vous avez choisi? Avant de parler du livre, je vais rebondir sur les paroles de Mémé. Quand les femmes se décident à faire quelque chose, elles le font très bien. C'est ça. Donc, décidez-vous et renversez la tendance. Merci à vous, docteur. Bon, moi, j'ai choisi ce document, 3001 d'idées politiques, parce que je suis désormais une femme politique. Ça m'a attirée en même temps. Et le livre parle de la République ou de la monarchie. Est-ce qu'il faut prioriser la République ou il faut penser à la monarchie? Et je pense que c'est un livre qui sera très utile pour moi, en tant que femme politique, pour participer au développement de ma nation. Merci à vous, docteur Aïssi.
Docteur Espérant Padonou. Bon, merci. J'ai choisi un livre intitulé « Le racisme est un problème de blanc ». Blanc au pluriel. Au départ, je lorgnais un peu les livres de mathématiques et d'intelligence artificielle. Et curieusement, la professeure est allée vers ces livres. Donc moi-même, je suis allé un peu du côté sociologique pour faire un chassé-croisé. Donc c'est dans son sillage que je suis allé aussi par là. Mais c'est parce que, comme la docteure à côté, le problème me touche aussi d'une certaine façon. Parce qu'il y a deux formes de racisme, bon, d'un certain point de vue. Un, on n'aime pas les gens de l'autre couleur, etc. Mais deuxièmement, c'est qu'on peut aussi aimer un noir tant que ce noir ne devient pas ton chef. Je t'aime, hein, tu es mon petit, tu es sympa, mais le jour où tu deviens mon chef, c'est là que c'est difficile. Donc, c'est aussi ce que vivent les femmes parfois. Oui. On aime les femmes, c'est ma petite, elle est sympa, elle fait la nourriture, mais il ne faut surtout pas qu'un jouet dépasse le mari. La patronne. Et donc, c'est un livre, je pense, qui aborde le problème du racisme d'un point de vue structurel. Qui, par rapport à ce qu'on disait des femmes, il y a toute une construction de la société qui fait que l'homme soit au-dessus de la femme. Et pareil, quand on va à l'échelle du monde, il y a beaucoup de choses déjà montées pour que les blancs dominent et que le noir qui passe en position de dirigeant soit un peu gêné. Merci à vous, monsieur le directeur. Alors, docteur, je suis à vous. Que pensez-vous de ce livre? Vous êtes couturier? Excusez-moi, Oui. j'ai pris Vous aimez bien la couture? un livre sur le modélisme et couture. On va montrer un peu aux caméras. Voilà. J'espère que ça se voit bien. Oui. Et c'est pour profiter pour dire un mot par rapport à ce que les jeunes croient et par rapport à ce que j'appellerais un peu une infraction en termes d'écart. Parce que il y a très peu de jeunes qui, à un certain niveau, s'intéressent au boulot de leurs parents. Papa est menuisier, il est couturier, il est vitrier et on n'est même pas allé une seule fois dans son atelier pour le voir au travail. Oui, j'en vois qui sourient là-bas parce qu'ils savent de quoi je parle. Hein? Et j'ai souvent dit aux étudiants, j'ai souvent demandé aux étudiants, mais ton papa fait quoi? Il dit, mon papa est maçon. Est-ce que à tes heures perdues, tu l'aides de temps en temps? Non. Je dis, tu as tort. Tu as tort. Donc, moi, je vous invite à vous intéresser au métier, au boulot, aux activités que vos parents exercent. Parce que c'est de ces petites activités qu'ils ont pu vous soutenir, vous entretenir, vous accompagner jusqu'à ce niveau. Merci à vous, monsieur le directeur. Professeur, vous avez choisi quel livre? Merci beaucoup. Vous êtes une intelligence artificielle? Oui, la machine learning pour les nuls. Oui, parce que l'intelligence artificielle, c'est la mode. Vous avez visité le laboratoire? Oui, j'ai visité le laboratoire. C'est le nouveau champ de recherche prometteur. Donc, j'ai voulu en savoir sur l'intelligence artificielle, ce qu'elle peut apporter dans la société, ce que l'intelligence artificielle peut faire, par exemple, pour améliorer les conditions de travail des femmes, pour améliorer les conditions de travail des handicapés dont j'ai parlé avec l'intelligence artificielle,
Vous voyez, on peut fabriquer beaucoup de choses pour aider, par exemple, les enfants en situation d'handicap à améliorer cet handicap ou même à le supprimer à la longue. Et voilà pourquoi j'ai choisi ce livre, pour quand même diversifier ma culture. Merci à vous, professeurs. Nous sommes presque à la fin. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions au niveau du public. Moi, je suis au niveau de l'enseignement secondaire, la formation technique et professionnelle. Et quand j'ai reçu l'invitation, je me suis dit que je vais venir pour écouter ce qu'on va dire. Pourquoi? Parce que pour mes apprenants, l'après-bac est sombre. Sombre pour mes apprenants. Il n'y a pas de perspective heureuse. Parce que nous sommes dans l'enseignement, la formation technique et professionnelle. On parle des métiers. Et ils ne trouvent pas vraiment leur place au niveau des universités. Et je savais que HECM serait là, qui est une école de la formation technique et professionnelle. On parle de l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, c'est ma soeur en entrepreneuriat chez vous. Alors, je suis venu juste pour demander à quel niveau vous vous positionnez par rapport à la stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Parce que désormais, c'est un document qui parle du secondaire et de ce qui se passe à l'université. Moi, j'en suis un bénéficiaire. Parce que tout à l'heure, on parlait d'effectifs réduits au niveau des universités privées. Moi, mon lycée a signé une convention avec la direction de l'enseignement technique. On fait partie des lycées que l'État a retenus pour envoyer le trop-plein. Et pour les activités du ministère cette année, le camp d'excellence des lycées, on a formé les chefs d'établissement privés au niveau de ce camp. On a été en mission et curieusement, j'ai eu la première place au niveau de ce camp-là. Mais on peut le faire aussi au niveau des universités. On peut le faire pour que vous ayez plus d'effectifs. Mais le problème qui va se poser, c'est de faire au même prix que l'État public. Alors, parlant de métier, nous on a des problèmes. J'aurais voulu, par exemple, j'ai Sainte-Félicité ici, j'ai HECM ici, j'aurais voulu que vous ouvrez une école supérieure de métier de mode de vêtements. Parce que moi j'ai besoin d'enseignants. Vous imaginez que je forme mes élèves en second métier de mode de vêtements avec une personne qui n'a que le diplôme de technicien. Parce qu'il n'y a pas d'école supérieure pour ça. Le docteur Padono est là. Comment on va faire? Moi, c'est mes problèmes, ça. Vu que HECM a été pointé du doigt, je pense que en matière de stratégie de formation, rien ne se fait dans les universités privées en dehors de la ligne droite que l'État nous a donnée. Dans toutes les formations, nos offres de formation sont achetées chez l'État. C'est l'État qui nous impose le programme à suivre. C'est l'État qui nous vend l'offre de formation, les cours qu'on doit faire par rapport à chaque filière. Donc, quelqu'un qui a fait le bac en hôtellerie et tourisme qui vient en licence, nous ne faisons que ce que le ministère a recommandé de faire. Et quand nous parlons de HECM, c'est une école de management. Au collège, il a peut-être appris à cuisiner. En licence à l'université, il va beaucoup plus apprendre à manager, à gérer un restaurant, à gérer le personnel dans l'hôtel, à rester en front office et gérer beaucoup plus. Il y aura forcément un plus, puisque l'offre de formation du secondaire, c'est l'État qui l'a fait. L'offre de formation du supérieur, c'est l'État qui l'a proposé. Donc, il ne peut pas avoir exactement les mêmes choses. Web marketing. Moi, je voudrais aborder la question de la pertinence de l'enseignement qu'on reçoit aujourd'hui dans les universités. Moi, je remarque qu'on nous donne des cours, mais des cours qui n'ont pas forcément rapport à nos formations. Et on fait le cours, mais on ressort de l'université avec aucune notion pratique. On ressort de l'université, mais on ne peut même pas pratiquer le métier qu'on a payé pour apprendre. J'aimerais savoir, je viens d'apprendre que c'est le ministère qui décide des programmes que les universités donnent et tout. Mais qu'est-ce que les dirigeants d'université font
pour que le ministère décide de mieux adapter le programme aux besoins des étudiants. Parce qu'on fait les formations, mais elles sont vides de sens. Désolé, mais j'ai comme l'impression qu'on nous forme pour ne rien faire en fait. On nous forme, mais en l'air. Et moi, je vais prendre mon cas. Je suis étudiant en communication digitale et web marketing, mais malheureusement, je suis dans l'une des meilleures universités du Bénin. Mais malheureusement, j'ai comme l'impression de ne pas faire cours en communication digitale et web marketing. Quand je vais me former... Pardon? Pourquoi vous le dites? Parce que quand je fais la comparaison avec les formations que j'achète sur les plateformes d'e-learning, j'apprends des compétences pratiques. Quand j'apprends le truc et que je pose la question à mon professeur, parfois même, il n'est pas en mesure de répondre à cette question-là. Et là, je me pose la question de la légitimité des enseignants qu'on a aujourd'hui. Est-ce que ces enseignants-là s'actualisent? Est-ce qu'ils ont vraiment la compétence, la légitimité de venir enseigner les matières qu'ils enseignent? Est-ce qu'ils s'actualisent? Et qu'est-ce que les dirigeants font pour que le ministère adapte mieux les formations qu'on reçoit aujourd'hui dans l'enseignement? Merci, c'est une question très très pertinente. Je peux dire dans un premier temps que toutes les universités n'utilisent pas les offres de l'État. Toutes les universités ne vont pas acheter les offres de l'État. J'en connais beaucoup. Ou quand vous faites la comparaison des offres, ce n'est pas ce que le ministère a mis à disposition. Toutes les universités n'ont pas l'autorisation par rapport aux filières qu'ils font. Parce que les autorisations, c'est filière par filière. Il y a beaucoup d'universités, plus de la majorité, qui, une fois qu'ils ont l'autorisation par rapport à telle filière, par exemple, ils ont l'autorisation par rapport à EGP, gestion des projets, ils ouvrent les autres filières. Ils ont déjà une seule autorisation. Oui. Sur 15 filières, ils ont 2 autorisations. Les autres filières, ils n'ont pas d'autorisation, donc ils n'ont pas accès à l'offre de formation. Est-ce qu'il y a un système de contrôle par rapport à ça? Par rapport, oui, il y a un contrôle qui se fait par moment, mais le système, c'est un système pourri. On déclare, la liste des universités autorisées existe. Ça existe. Donc vous, en tant que futur étudiant, nouveau bachelier, il faut aller vous renseigner sur les universités privées au Bénin qui sont autorisées à donner des formations dans vos spécialités. Avant de faire le choix, le problème se pose au niveau de l'orientation. Informez-vous beaucoup. Parce que le système de l'informel, c'est dans tous les secteurs. Beaucoup d'universités, je dis plus que 50% d'universités, exercent dans l'informel. Ils n'ont pas l'autorisation par rapport à la spécialité. Et du coup, quand ils n'ont pas l'autorisation, ils n'ont pas accès à l'offre de formation. Ils font de l'à peu près. Et il y a le directeur exécutif de l'ONG Bénéfice, médecin de formation entrepreneur, qui va nous dire un petit mot par rapport à l'entrepreneuriat également. S'il vous plaît, directeur. Moi, je pense qu'on n'a pas un système de suivi assez conséquent pour permettre à ceux qui suivent cette voie de s'en sortir. Et aujourd'hui, en tant que jeune entrepreneur, on a l'impression de se battre contre le système. Lorsque vous créez une entreprise, tout de suite, on commence par vous demander des impôts. Et on commence par vous calculer des impôts sur votre chiffre d'affaires. Ça veut dire quoi? Que vous avez gagné de l'argent ou pas, vous devez payer des impôts. On ne vous aide pas à vous battre contre la concurrence déloyale parce que le système de surveillance n'est pas assez conséquent. Mais ce que je voudrais dire pour conclure, c'est vraiment encourager tous les jeunes à entreprendre. Et j'ai l'habitude de dire que l'Afrique a besoin d'entrepreneurs parce que c'est des créateurs d'emplois. Et si aujourd'hui Bénin Excellence et la Fondation Vallée aussi ont une telle importance, c'est à cause des emplois qu'elles sont en train de créer et donc à cause de toute cette valeur ajoutée au sein de la population. C'est une fierté d'avoir partagé ce plateau avec vous et d'avoir échangé également avec le public. Je remercie particulièrement M. Odon Vallée, qui n'est pas béninois, qui n'est pas aussi riche que certains béninois, mais qui a consacré son héritage intégralement à financer les actions que fait la Fondation Vallée, que ce soit en France, au Bénin ou au Vietnam. C'est cette personne-là qui un jour m'a identifié dans le lot
et a dit, toi, je vois en toi du potentiel, on va faire quelque chose de toi. Et à travers les bibliothèques, les bourses, il le fait avec beaucoup d'autres jeunes. Donc, je le remercie particulièrement pour l'opportunité offerte aux jeunes béninois, aux jeunes français et aux jeunes vietnamiens. Merci à nos invités de marque. Merci à tous et à toutes. Nous disons merci au service audiovisuel de Bénin Excellence. Merci au service technique. Merci à tous ceux qui ont contribué à l'organisation, au CPB pour l'accueil de nos invités, au RH, à chacun et à tous. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Merci.